Bonjour à tous, je suis Aurélie, community manager et formatrice en réseaux sociaux. J'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent ou y ont vécu même une expérience. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer le cours de leur vie. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook Rencontrons le monde. Vous pouvez aussi me retrouver sur rencontronslemonde.com ainsi que sur votre plateforme d'écoute préférée. Les liens sont directement dans la description de cet épisode. D'accord, ok. Et justement, pour rester un peu sur ces démarches administratives, est-ce que tu peux nous parler justement des grands avantages à créer donc son entreprise en Colombie et au contraire donc les grandes difficultés que tu as peut-être rencontrées? Alors déjà, moi j'ai jamais essayé de créer le même type d'entreprise en France, mais je sais que c'est beaucoup plus compliqué de le faire en France qu'en Colombie. Ici en Colombie, j'ai pas vraiment rencontré de grosses difficultés. J'ai bien sûr fait ça avec une comptable au niveau des inscriptions diverses et variées. Quand on crée l'entreprise, il faut se créer auprès d'une chambre de commerce. Dans mon cas, c'était la chambre de commerce de Bogota, tout simplement. Donc à partir de là, on reçoit un numéro d'immatriculation. Et puis, les formalités prennent un peu de temps, mais c'est pas insurmontable. Ce qui est important et par rapport au développement du pays, moi j'invite tout le monde à faire les choses légalement, payer les impôts, etc. Et comme ça, déjà, on est sûr de jamais avoir de problème sur un plan légal. Et puis, on contribue au développement du pays, tout simplement parce qu'on paye des impôts qui viennent alimenter le développement de la Colombie. Ouais, au développement économique du pays, oui, complètement. Non, c'est certain. D'accord, ok. Et donc, t'as pas rencontré de difficultés en particulier concernant donc la création donc de Colombia Bike Tour ou de NBC pour Frontier? C'est juste un peu long, les démarches. Voilà, c'est un peu long. Alors, je sais pas du tout comment ce serait en France. Peut-être ce sera encore plus long. Hein, je sais pas. Je sais qu'au niveau des garanties en France, c'est assez compliqué. Quand on veut être opérateur de tourisme, il faut passer par des organismes ou des tours opérateurs, on va dire parrains, qui parrainent l'activité d'un nouvel entrant. Et par contre, ici en Colombie, ils demandent pas ça. D'accord, ok. Et donc, ça facilite un peu les démarches, oui. Ah bah oui, complètement. J'imagine que ça doit pas mal les faciliter. Bah tant mieux, hein, si t'as pas rencontré de difficultés en particulier, alors. Exactement, non, c'était relativement simple. Bien sûr, ok, très bien. Et justement, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Il y en aurait beaucoup à raconter, notamment au niveau des groupes qu'on amène sur le Tour de France. Déjà, les Colombiens, c'est des personnes très joviales, très positives, qui ont une joie de vivre vraiment très visible. Ce qui est un peu le revers de la médaille, entre guillemets, c'est quand il s'agit d'écouter les consignes au niveau des rendez-vous et tout ça, c'est des fois un peu compliqué, mais c'est tout fait dans la joie et la bonne humeur, on va dire. Ouais. Parfois, quand on donne une heure de rendez-vous, ils peuvent arriver facilement une demi-heure après et penser que c'est tout à fait normal. Voilà. Bon, après, il faut mettre les choses bien au clair dès le début et puis en général, ça se passe plutôt bien. Ce qui est très sympa, c'est qu'il y a des personnes qui ont déjà vraiment pas mal voyagé avec mon entreprise, qui en sont déjà à 4 ou 5 voyages. Ah oui, quand même, ok. Donc, il y a des personnes qui ont déjà répété plusieurs fois, donc D'accord. ça marche bien. Ah bah ça c'est chouette. Et puis, non, au niveau des anecdotes vraiment spécifiques, disons, le dernier Tour de France où on a été, c'était en 2019, puisque malheureusement, l'année dernière, à cause de la pandémie, il n'y a pas eu de voyage. D'accord. Mais en 2019, donc pour la victoire de Egan Bernal, le premier Colombien à gagner le Tour de France, on a eu la chance sur les Champs-Élysées d'être dans les tribunes officielles, où il y avait toute la famille d'Egan Bernal. Donc, on était vraiment à 2-3 mètres d'eux. Tout le groupe s'est pris des photos avec eux, avec la novia, donc la fiancée, les parents, etc. Donc, c'était vraiment sympa, ouais. Ah, quelle chance, ça devait être un super moment. Alors, ils devaient être super contents, les Colombiens, de ton tour, alors. C'était vraiment une grosse fête, c'était la folie dans les tribunes, ouais. Ah oui.
Et je crois aussi que tu as récemment créé Licensee and Organizer of l'étape Columbia by Tour de France, c'est ça? Excuse-moi pour mon accent, c'est ce que j'avais vu. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Voilà, effectivement. Alors, depuis le début de l'année, à travers mon entreprise, donc NB Sport Francia, nous sommes le licencié officiel de l'étape Columbia. Donc, pour faire bref, l'étape Columbia, ça dérive en fait de l'étape du Tour qui a été créée il y a une vingtaine d'années en France. D'accord. Une des plus grosses cyclosportives au monde, puisque ça réunit désormais 15 à 16 000 personnes sur chaque édition au mois de juillet. Donc le ASO, qui est l'organisatrice de cet événement et également du Tour de France, a développé une licence dans plusieurs pays dérivée de cet événement. Et donc nous avons signé avec ASO là, il y a quelques semaines pour développer l'organisation de cet événement en Colombie pour les 3 prochaines années. Félicitations. C'est un événement qui réunit entre 2000 et 2500 personnes. On espère le faire grandir, bien sûr. Bah, c'est déjà pas mal, oui, c'est vrai. Voilà, c'est déjà un gros événement. En fait, c'est le 3e plus gros événement de ce type en Colombie. Et on va essayer de le placer en numéro 1 avec beaucoup de travail. Oui, ça nécessite beaucoup de travail, du coup, j'imagine. Ouais. Ok. Et du coup, pour passer un petit peu au conseil, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait s'expatrier en Colombie? Et puis, de l'autre côté, donc un conseil à donner à des personnes qui souhaiteraient un peu visiter la Colombie? Alors, bon, déjà, la Colombie, c'est un pays magnifique qui a une géographie très intéressante, très diversifiée. Et je comprends et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent y aller. Au niveau conseil, pour les personnes qui veulent s'installer et y travailler, déjà le mieux, c'est d'être indépendant, à mon avis. C'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire lancer sa propre activité. D'accord. Trouver un travail en tant qu'employé, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et la plupart du temps, on aura un salaire local, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. C'est vrai. Et pour quelqu'un qui souhaite monter un business, en fait, une entreprise, je pense qui est très important, c'est que ce soit lié à une passion, en fait. Comme ça a été le cas pour moi. Comme ça a été le cas pour toi. Exactement. Être passionné par ce qu'on souhaite monter, et puis voilà, beaucoup travailler, persévérer. Si ça marche pas au premier coup, il faut insister, à mon avis. Et voilà, en fait, c'est peut-être les points les plus importants pour les personnes qui souhaitent s'installer ici en Colombie. D'accord. C'est vrai que vous avez vraiment ce gros point commun entre toutes les personnes que je reçois sur le podcast. C'est vrai que vous avez vraiment tout ce point commun, et puis la persévérance et aussi vraiment faire ce que vous aimez. Et voilà, c'est vraiment une passion et c'est pour ça aussi que vous réussissez vraiment aussi bien, quoi. Voilà, exactement. En fait, qui dit passion, dit connaissance du secteur en question, que ce soit le café, le tourisme, le cyclisme, ou je sais encore, mais quand on est passionné par quelque chose, on a une bonne maîtrise du secteur en question. Donc ça aide beaucoup à nous motiver au jour le jour pour mettre en place la structure. Bien sûr. En fait. Et justement, est-ce qu'au contraire, ou plutôt en complément, tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait venir visiter la Colombie? Pour la visiter, je pense le mieux, c'est déjà d'avoir du temps. Oui. C'est-à-dire du temps pour toi, qu'est-ce que tu appelles avoir du temps du coup? Je sais pas, c'est un peu délicat parce que c'est quelqu'un qui travaille en France et qui veut venir. Si je lui dis 1 mois, 2 mois, ça va peut-être faire long, mais au moins avoir 3 semaines minimum. Ouais. 3 semaines minimum, et puis parcourir une bonne partie du pays. Je pense que c'est un pays qui est suffisamment sûr pour pouvoir le faire d'une manière indépendante, sans forcément être tout le temps avec un guide. Sauf dans certains coins où effectivement ça peut être un peu plus risqué. Bon, moi je suis connecté dans plusieurs groupes Facebook de Français qui voyagent comme ça en Colombie, et il y a pas mal de personnes qui font du backpacking, on appelle ça. Ouais. C'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, c'est très bien. Et ouais. C'est quelque chose qui est tout à fait valable pour la Colombie. Bien sûr, en fonction des endroits, il faut un peu se renseigner en amont, mais
c'est quelque chose qui est valable. Et puis en Colombie, on a un peu de tout. On a de la savane, on a des montagnes, on a de la Hmm, jungle, on a des c'est plages, vrai. on a des villes historiques. Donc tout Ah, il y ça, a un peu de tout. on peut le connaître en se baladant sur 3 ou 4 semaines. C'est vraiment un très beau road trip. Ouais, non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à avoir du temps. Moi, je pense comme toi que si jamais on veut vraiment découvrir la Colombie et vraiment sortir hors des sentiers battus, faut vraiment avoir pas mal de temps. Moi, personnellement, j'avais 1 mois et demi Voilà. et c'est vrai que même avec 1 mois et demi de voyage, oui, parce que du coup, j'ai passé un peu moins de temps dans les autres pays, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de revenir parce que il y a quand même plein de choses que j'ai pas vues et plein de choses qui me tentent énormément, quoi. Mais justement, Bien sûr, bien sûr. ouais, ça fait une très belle transition avec ma question suivante. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que la Colombie, c'est pas un pays safe, ou ils ont peur un peu de venir. Qu'est-ce que tu en penses, toi est-ce que tu as des recommandations là-dessus peut-être ou des choses peut-être à éviter je ne sais pas. Non, mais c'est vrai il y a toujours malheureusement un peu des a priori négatifs par rapport à la Colombie, par rapport à tout ce qui s'est passé dans les années 90, 2000, etc. Bon, on va pas raconter à nouveau les histoires, mais bon, Mm. on sait à quoi ça tient. Il y a quelque chose qu'il faut savoir ici en Colombie, c'est que les gens sont particulièrement accueillants d'une manière générale. Je parlais de la jovialité de mes clients dans les groupes, ça me fait rigoler parce que des fois c'est vraiment folklorique. Mais ils sont comme ça dans la vie de tous les jours. Ils aiment recevoir des gens de l'étranger, De pardon. l'étranger. Ils ont cette curiosité de connaître les gens de l'extérieur et surtout de montrer leur pays aux gens de l'extérieur, de montrer les bons côtés. Je pense que petit à petit, ils souhaitent un peu effacer cette image Mm. négative. Donc, effectivement, n'hésitez pas, ceux qui veulent connaître la Colombie, n'hésitez pas à vous lancer dans le grand bain. Je pense que ce sera que des bonnes surprises. Après, des conseils en particulier, non, non, je sais pas, un peu se renseigner aux endroits où on va à droite à gauche. Les groupes Facebook des Français en Colombie ou des Colombiens en France, en général, ils sont plutôt bien faits par rapport Ouais, aux je recherches de confirme. renseignements. Il y a toujours plusieurs personnes qui vont répondre et donner des très bons conseils. Euh, voilà. Non, bah, ce Quoi de sont plus? déjà des. Merci beaucoup pour tes conseils déjà. Non, non, mais t'as raison. Et puis c'est vrai que moi, c'est vrai que ça m'avait pas mal aidé les groupes Facebook, notamment comme tu disais, hein, les Français en Colombie. Mais il y a aussi donc les Français à Medellín, les Français à Bogota, voilà, Oui, par ville directement. C'est vrai. tout à fait. Et si jamais tu devais parler de ton top 3 en Colombie, au niveau des incontournables, qu'est-ce que ça serait justement? Alors, des incontournables. Moi, j'adore la région de Boyacá, en fait, le département de Boyacá. Alors, le Boyacá, c'est très grand. Ça comprend, bien sûr, plusieurs types de terrains, plusieurs types de climats, plusieurs types de villages, bien sûr. Moi, j'adore tout ce qui est type colonial, en fait, les villages de type colonial. Oui. Donc, dans le Boyacá, on a Villa de Leyva, qui est vraiment un très beau village, qui est comme une immersion de Mm. 200 ou 300 ans en arrière, et c'est vraiment magnifique. Donc, Villa de Leyva, qui est à peu près 2h30, 3 heures de Bogota, je recommande. Dans le Santander, on a un autre village qui est du même type, avec une scène géographique un peu différente qui s'appelle Barichara. Mhm. Je ne sais pas si personnellement tu connais, mais c'est aussi un Oui. village magnifique. D'ailleurs, c'est très drôle que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé sur ma vidéo qui sort demain, justement, sur Barichara. Et Ah, justement, je parle de ce village qui est absolument magnifique. Et je dis aussi qu'il ressemble beaucoup à Villa de Leyva, que ce sont deux villages un peu coloniaux, en fait. Et vraiment très, très beau. Mais du coup, ouais. c'est très drôle que tu parles de ça aujourd'hui. Oui, oui. Voilà, donc Barichara aussi magnifique, avec juste à côté le canyon de Chicamocha, qui est vraiment
un canyon naturel, bien sûr, magnifique, hein, un des plus profonds au monde et qu'on peut traverser en téléphérique d'ailleurs. Ah oui, C'est, d'accord, ok. Je savais pas ouais, du ouais, tout. on passe de Panachi, en fait, qui est le parc national des Chicamocha. On passe de l'autre côté à Mesa de los Santos, qui est Mhm, aussi un plateau, donc un plateau géographique très très réputé pour le café. mhm. Et donc cette traversée, on peut la faire en téléphérique. Ok. Nous, on a même mis les vélos dedans, donc on Ah, paye un prix génial. on paye un prix pour le vélo, c'est tout à fait légal Ah oui, et proposé le gestionnaire du téléphérique. c'est une super Et, idée ça en plus. ouais, ouais, on a amené des clients là-bas, c'était vraiment super, ils Ah ont bah adoré. ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire en troisième lieu alors bah, je sais pas. Moi, je préfère éviter les grandes villes, mais bon, bien Oui, sûr, chaque grande ville moi a aussi. ses côtés intéressants. Bon, je dirais Cartagena, même si c'est un Ah, peu la Katharina. carte postale touristique de la Colombie. Cartagena a quand même une histoire très intéressante. Les murailles qui entourent la ville, qui sont des murailles qui ont été entamées au début du XVIe siècle ou XVIIe siècle. Donc, c'est vraiment très intéressant. Oui, avec les remparts et tout, c'est vraiment très Les très beau. remparts, voilà. Oui, oui, bah moi c'est la première ville hein, de mon voyage en Amérique du Sud, c'est Cartagena justement. Ah, ben voilà. Ouais. Donc, un endroit très très touristique. Peut-être éviter les périodes où il y a le plus de monde. Mais bon, ça vaut le coup d'y passer une nuit ou deux et de connaître cet aspect-là de la Colombie. Et c'est-à-dire quelle est la période la plus visitée, tu sais ou pas, où il y a le plus de monde justement? Bah, déjà, éviter les week-ends, parce qu'en général, il y a beaucoup de gens qui y vont le week-end. Ok. Et puis, à mon avis, une période qui peut être sympa, c'est juste après la vague des vacances au mois de janvier. Donc, en général, à partir du 20 janvier, les gens rentrent chez eux. Mhm. Donc, que ce soit les Colombiens ou les internationaux. Donc, à partir du 20 janvier, 20-25 janvier, je pense qu'on peut aller à Cartagena sans qu'il y ait trop de monde et Ok. profiter un peu de la ville d'une manière un peu plus tranquille. Ouais. Ok, super, merci. Et c'est parce que toi, du coup, tu habites à Bogota, il me semble. Oui, Et est-ce que tu aurais un top 3 à nous recommander? Même si jamais j'ai eu la Bogota. chance de visiter cette capitale et qu'on en parle aussi avec Anna Maria, mais j'aimerais connaître ton avis et ton top 3 aussi. Alors, dans la ville en elle-même, bien sûr, la Candelaria, qui est le quartier historique, Mhm. avec encore pas mal de constructions de type colonial, de plus en plus de tourisme qui se développe. On y rencontre des guides qui font des visites, etc. Mhm. C'est très intéressant. Donc, pas très loin de la Candelaria, on a la Plaza, je crois que c'est la Plaza Bolivar, où il y a l'église principale, Oui, il me etc., de semble que concret. c'est la Plaza Bolivar, oui, tout à fait, avec la fameuse cathédrale très très connue. Oui, oui, oui. Mhm, exactement. Un endroit inévitable aussi, c'est Monserrate, donc Ah, Montserrat, qui surplombe c'est la ville de magnifique. Bogota. Mhm. Donc Monserrate, il y a une grande église, il y a quelques restaurants. On y monte en téléphérique ou Ou à enfin, il y a pied. deux moyens pour monter. Voilà. Ouais. On peut y monter à pied, tout à fait. J'y Oui, suis déjà monté à pied d'ailleurs. ouais. Moi, je suis montée en téléphérique et je suis redescendue à pied. Voilà, c'est une façon de faire Oui, aussi. aussi. Donc Monserrate, très intéressant, très beau point de vue dans la journée. Et puis le soir, on peut dîner dans un des restaurants qui est là-bas. C'est une belle expérience. Ah, super. Euh, et puis comme troisième endroit, bien j'aime beaucoup Usaken en fait. Usaken. Usaken D'accord. qui est alors voilà, Usaken avant c'était séparé de Bogota, mais petit à petit ça a été intégré donc, dans la ville. Mhm. C'est un endroit qui ressemble beaucoup à un petit village en fait colonial. Il y a une belle petite place, une belle église. C'est entouré de restaurants maintenant puisque c'est un endroit assez touristique. Les week-ends, il y a des espèces comme des brocantes qui sont organisées, Ah, donc on trouve un peu de tout. ah C'est c'est un peu intéressant une ça. ambiance bohème, etc. Ouais, c'est D'accord. sympa. Ok. Ah, ouais, Rester. ouais. Super. Voilà. Je sais pas si tu connaissais Usaken, mais c'est Mais vraiment un non, endroit sympa. je crois pas parce que je crois que j'avais visité, j'étais allée dans le quartier de Chapinero, il me semble. Oui. Mais je ne sais pas si je connaissais Usaken parce que je crois qu'il y avait la zona T ou la zona Rosa aussi.
qu'on a hâté. Mhm. Ouais, mais non, il me semble pas pour Osaka, mais du coup, c'est un très très bon conseil. Merci. Voilà. Et au contraire, bon, même si on n'aime pas parler des choses un peu négatives, mais qu'est-ce que tu détestes le plus à Bogota? Bon, que ce soit les endroits ou bien, je sais pas, ou autre chose, hein. Alors, c'est tout ce qui a trait à la mobilité, en fait. Malheureusement, c'est une ville qui est pas très bien organisée, aussi bien au niveau de la ville que de certains autres endroits dans le pays. Tout ce qui est attrait à la mobilité, donc ça implique certaines routes en mauvais état, pas toutes, mais certaines. Ça a trait à la pollution des véhicules. Ça a trait à certains conducteurs qui conduisent très mal, qui font pas du tout attention aux cyclistes, Ah, notamment. mais ça, c'est une horreur, hein. Je suis cycliste, je fais beaucoup de vélo. Ah oui. Bien sûr, il y a également des cyclistes qui font pas attention à une façon correcte, on va dire, de se déplacer à vélo. Donc, Bien sûr. tout ça fait en sorte que c'est parfois un peu compliqué de se déplacer, que ce soit à Bogota ou même à l'extérieur. Voilà, donc d'une manière générale, comme c'est le cas pour plusieurs pays qui sont en voie de développement, il manque encore pas mal de réseaux routiers. Et voilà. Ok. D'une manière générale, en dehors de ça, il n'y a pas vraiment d'autres points négatifs en ce qui me concerne. Ouais, c'est surtout des points positifs et tant mieux. Super. Voilà, exactement. D'accord. Je serais parti. Bien sûr, non, mais c'est vrai. Et si on devait parler rapidement de la situation actuelle en Colombie, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en tant que gérant de deux entreprises, hein, du coup? Alors, situation actuelle par rapport à la pandémie? Oui, par rapport à la pandémie, exactement, par rapport au coronavirus. Alors bon, d'une manière générale, j'ai trouvé les Colombiens relativement obéissants, on D'accord. va dire, par rapport à toutes les contraintes, les mesures édictées par le gouvernement, etc. Je pense qu'une des raisons de cette obéissance, c'est malheureusement le système de santé qui n'est pas optimal. Ah oui. Donc les Colombiens, bien sûr, sont obligés de faire attention pour éviter d'entrer dans un système de santé saturé et qui ne fonctionne pas forcément très très bien. Traditionnellement aussi, quand il y a des périodes de grippe, hein, sans parler de Covid, etc., mais quand il y a des périodes de grippe, les gens ont quand même tendance à porter le masque, D'accord. comme ça se fait très massivement en Asie, par exemple. Donc Ouais. c'est quelque chose qu'il faisait déjà d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça que le port du masque, c'est très très rare de voir des gens qui n'en portent pas dans la rue, c'est quasiment même impossible. Tout le monde porte le masque. Et puis après, en ce qui concerne s'isoler, tout ça, ça a été aussi relativement bien respecté. Donc je sais qu'il y a un bilan en Colombie qui n'est pas forcément terrible, mais à mon avis, c'est en grande partie aux lacunes du système hospitalier dans le pays. Ouais. Après, les choses sont en train de s'améliorer petit à petit puisque la campagne de vaccination a commencé ici aussi. Ah d'accord, ok. C'est une bonne chose, ça. Voilà. Pour le moment, c'est essentiellement le personnel de santé, mais D'accord. petit à petit, ça va toucher également les autres catégories de personnes. Ouais, ouais. Et voilà, donc évidemment, pour tout ce qui est entreprise dans le tourisme, donc comme c'est le cas pour moi, ça a été très très compliqué, mais j'en ai profité de mon côté pour améliorer pas mal de choses, notamment les sites web, etc. Et également être plus présent avec ma famille, donc ce qui était aussi quelque chose que j'ai beaucoup valorisé. Bah, c'est un mal pour un bien alors, pour toi. Tout à fait. C'est vrai, c'est important aussi d'être proche de sa famille, surtout dans ces moments-là et tout. Mais justement, ça fait aussi une très très belle transition avec une de mes dernières questions. Pour finir, alors, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour cette année 2021 ? Parce que je sais il me semble que tu as des projets en cours, si tu veux bien en parler, sinon tu n'es pas obligé, bien sûr. Au niveau projet, donc c'est le plus gros projet, ça va être l'étape Colombia, donc qui est un événement qui devrait avoir lieu à la fin de l'année. On n'a pas encore de date définie, mais on espère soit au mois d'octobre, soit au mois de décembre. Bien sûr, on dépend beaucoup de l'évolution
situation sanitaire actuelle. Si tout va bien, on aimerait pouvoir réunir entre 2300 et 2500 participants. Voilà, au niveau des stars qu'on souhaite inviter, on est déjà en contact avec Greg LeMond et Bernard Hinault, donc qui sont des grandes stars du cyclisme des années 80. Ah, c'est une super nouvelle. On fait le nécessaire pour qu'ils puissent être ici, parce que ça va être un des thèmes de l'événement, c'est un hommage par rapport au cyclisme des années 80. D'accord, ok. Et puis un peu plus en amont, j'espère que le voyage sur le Tour de France va pouvoir se réaliser, même si ce sera peut-être encore un peu tôt, mais pouvoir amener au moins un groupe d'une vingtaine, trentaine de personnes, ce serait déjà très bien. Ouais. Oui, ce serait vraiment bien. Non, non, c'est vrai. Bah, j'espère aussi que le Tour de France aura lieu pour toi cette année. D'ailleurs, par exemple, en comparaison, avec le Carnaval de Rio qui devait avoir lieu en février, par exemple, j'ai vu il aurait lieu par contre en juillet. Donc peut-être que ça va être la même chose pour le Tour de France. Peut-être qu'il n'aura pas lieu, parce que habituellement, il me semble que c'est en juillet. Peut-être qu'il aura lieu un peu plus tard, mais... Voilà, alors moi personnellement, je pense qu'il aura lieu au mois de juillet. La seule inquiétude, c'est en fait ce qu'ils appellent la bulle sanitaire qui a été faite autour du peloton et des staffs de chaque équipe du Tour de France. S'ils reconduisent une bulle sanitaire comme ils ont fait l'année dernière, à mon avis, ça ne vaut pas la peine d'emmener des clients Ouais, bien sûr. s'ils ne peuvent pas s'approcher de leur idole. Donc, Évidemment. voilà, c'est la seule inquiétude. Je pense que le tour aura bien lieu au mois de juillet. D'accord. Mais il y a juste cet aspect qui peut empêcher le voyage. Enfin, pas vraiment l'empêcher, puisque à mon avis, même au niveau des vols, ce sera ouvert entre la Colombie et la France. Mais c'est plutôt au niveau des conditions sanitaires. Si c'est vraiment trop strict, voilà, ça ne vaudra pas le coup de faire payer des clients 4 ou 5 000 euros pour qu'ils ne puissent pas approcher les coureurs. En fait. Évidemment, comme ça a été le cas en 2019 quand ils ont vu leur idole sur les Champs-Élysées. Exactement, ah ouais, en 2019, non, c'était vraiment la grande fête et c'est ce qu'on aimerait revoir le plus rapidement possible. Bien sûr, et puis je te le souhaite du coup. Et pour finir, pour la question signature que j'aime bien poser à mes invités, qu'est-ce que signifie pour toi Rencontrons le monde alors ? Rencontrons le monde, eh bien, c'est ça en fait, c'est voyager et surtout rencontrer les personnes. Donc je parlais tout à l'heure de la joie de vivre des Colombiens. Les personnes qui ont vraiment envie de connaître la Colombie, il faut déjà qu'ils commencent à rencontrer les personnes sur place. Bien sûr. Et puis ces personnes, ces locaux donc, vont partager leurs propres secrets, entre guillemets, de tel ou tel endroit à connaître. Et éventuellement servir de guide. Et c'est ça, rencontrons le monde, à mon avis. C'est vraiment rencontrer les personnes localement et faire des belles connaissances. Mais d'ailleurs, voilà, c'est ce que j'adore faire avec vous, avec les personnes que je reçois sur le podcast, pour rencontrer vraiment des personnes qui habitent en Colombie ou dans un autre pays en Amérique du Sud et qui sont vraiment en totale immersion dans le pays, en fait. Voilà, c'est pour moi la meilleure façon de découvrir un pays, en fait. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est le meilleur moyen de bien connaître les facettes d'un pays, c'est de discuter avec les personnes qui sont sur place. Alors, pas forcément moi, je suis peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà, des Colombiens qui sont passionnés par le voyage et l'accueil des étrangers et par le fait de montrer leur pays, c'est vraiment une belle façon de connaître un pays. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que la meilleure façon, comme tu dis, c'est de connaître vraiment les locaux, que ce soit les Colombiens, les Péruviens ou autres. Mais c'est vrai que le fait de vous rencontrer, vous, et d'avoir cette conversation, en fait, comme vous êtes tout le temps en contact avec les Colombiens et autres, du coup, c'est comme si vous étiez vraiment en totale immersion, quoi. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est vrai. Tout à fait. Et pour les personnes qui souhaitent te retrouver, où est-ce qu'on peut les rediriger alors ?
Alors, à travers les sites internet, le site nbcporfrancia.com. Voilà, il y a tous les réseaux sociaux qui sont liés au site web. Donc, si on tape NBC Port Francia sur Facebook, on va tomber sur la page Facebook. Pareil sur Instagram, il y a également un canal YouTube. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne me souviens plus. Il y a un compte Twitter également. Et pour Columbia Bike Tours, c'est la même chose. Le site web, c'est columbiabiketours.cc. Également, il y a toute la série des réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Donc, super. En tout cas, Yves, je te remercie infiniment. En plus, ça m'a non seulement permis d'en découvrir un peu plus sur le cyclisme, quelque chose que je suis un peu de loin, bien sûr, avec le Tour de France, etc., mais vraiment de rentrer dans le vif du sujet, etc. Et c'est vraiment un sujet qui m'a passionnée. J'ai été ravie d'avoir cette conversation avec toi. Et puis, je te souhaite vraiment de réussir dans ces projets concernant notamment la licence, et puis de pouvoir ramener ton groupe pour le Tour de France 2021 alors. Merci beaucoup Aurélie, écoute, ça a été un plaisir pour moi également. Je suis ravie. Et voilà, cet épisode vient de se terminer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et merci à mon invité pour cet échange. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre une capture d'écran du podcast en nous mentionnant. Cela me ferait très plaisir et nous permettra d'être encore plus nombreux sur Rencontrons le monde. Si vous aussi, vous vivez ou avez vécu une expérience en Amérique du Sud et souhaitez la partager, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt!